Vous ne croyez peut-être pas que la pauvreté puisse pousser un homme à faire des choix qui font battre son cœur, à la fois de peur et d'espoir. Vous ne croyez peut-être pas que parfois le destin frappe à notre porte d'une manière que personne ne pourrait jamais prévoir, mais c'est la vérité. Et voici l'histoire de Mason Calloway. Mason était un père célibataire travaillant comme concierge au siège social d'Aldrich Holdings à Austin, au Texas. Un homme que la vie avait poussé jusqu'au bord du gouffre. Chaque matin, Mason se réveillait avant même que le soleil ait eu le temps de se lever, non pas à cause d'un réveil, mais à cause de la toux sèche provenant de la petite chambre voisine. Ellie, sa fille de 6 ans aux yeux bleus cristallins, souffrait d'une malformation cardiaque congénitale qui nécessitait une intervention chirurgicale urgente, et Mason n'avait rien d'autre qu'une paire de mains calleuses et une montagne de dettes médicales qui pesaient sur lui comme le ciel s'effondrant sur ses épaules. La vie de Mason avait toujours été aussi sombre. Il y a 3 ans, il avait une famille, une petite maison dans la banlieue d'Austin, un emploi stable dans un garage automobile et une femme, Dana, qu'il croyait être à ses côtés pour le reste de sa vie. Mais tout s'est effondré le jour où le médecin leur a annoncé qu'Ellie avait besoin d'une opération du cœur, une opération qui coûtait plus de 200 000 $, et que l'assurance ne le couvrait pas. Dana a regardé Mason avec des yeux froids et a prononcé une phrase qui lui a donné l'impression que quelqu'un lui serrait le cœur jusqu'à le briser. Je ne peux plus vivre comme ça. Elle est partie. Austin était partie, non pas parce qu'elle n'aimait pas Ellie, mais parce qu'elle n'est assez forte pour affronter une tempête aussi violente. Elle a choisi une autre vie avec un autre homme dans une autre ville. Mason, lui, est resté, car c'était la seule chose qu'il savait faire. Il a vendu la maison, remboursé une partie de la dette, emménagé dans un petit appartement à l'est de la ville et accepté un poste de concierge chez Aldrich Holdings, l'une des plus grandes sociétés financières du Texas, simplement parce que le salaire était légèrement plus élevé et qu'on lui permettait de travailler de nuit afin qu'il puisse être avec Ellie pendant la journée. Chaque nuit, lorsque le gratte-ciel plongeait dans le silence, Mason essuyait chaque vitre, polissait chaque sol en marbre, nettoyait des bureaux si luxueux qu'il savait qu'il ne s'y assoirait jamais. Et chaque nuit, lorsqu'il passait devant le 47e étage, le dernier étage du bâtiment, il voyait toujours une lumière allumée. C'était le bureau de Carolyn Aldrich. Carolyn est seulement PDG d'Aldrich Holdings, elle en était la propriétaire, l'héritière, la milliardaire la plus puissante du Texas. La rumeur disait qu'elle pouvait acheter une ville entière sans sourciller, qu'elle avait un jour licencié un cadre simplement parce qu'il avait osé la regarder dans les yeux, qu'elle n'avait jamais souri devant aucun de ses employés. Mason ne lui avait jamais parlé. Il ne s'était même jamais approché à moins de 10 mètres d'elle. Pour un homme comme lui, Carolyn Aldrich appartenait à un autre monde, un monde de jets privés, de gales et de décisions pouvant changer le destin de milliers de personnes. Mais tout a changé une nuit d'octobre. Cette nuit-là, Mason nettoyait les escaliers du 46e étage lorsque son téléphone a vibré. C'était l'hôpital. La voix de l'infirmière lui a fait froid dans le dos. Monsieur Calloway, l'état d'Ellie s'aggrave. Le médecin dit que l'opération ne peut plus attendre. Nous avons besoin de votre réponse dans une semaine. Mason s'est effondré sur les marches, le téléphone toujours à la main. Une semaine. Il avait besoin de 200 000 $, en une semaine, et son compte en banque n'affichait même pas 300 $. Il ne savait pas combien de temps il était resté assis là, peut-être quelques minutes, peut-être une heure. Des larmes coulaient sur son visage et il ne se souciait pas de les essuyer. Puis une voix froide et tranchante, comme une lame, résonna au-dessus de lui. Que faites-vous ici? Mason leva les yeux. Carolyn Aldrich se tenait en haut de l'escalier et le regardait. Elle portait un tailleur noir impeccable, ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon serré et ses yeux étaient d'un bleu glacial. « Je suis désolé, madame. » Mason se leva d'un bond et essuya précipitamment ses larmes. « Je retourne travailler immédiatement. » Mais Caroline partit pas. Elle resta là, à le regarder comme si elle lisait dans un livre ouvert. « Vous travaillez de nuit, c'est bien ça? »« Oui, madame. Mason Calloway. Je suis ici depuis 8 mois. » Caroline resta silencieuse un instant, puis parla d'une voix pas forte mais suffisamment puissante pour faire taire tout l'escalier. « Demain matin, 7 heures, mon bureau. » Avant qu'il n'ait pu poser la moindre question, elle se détourna.
le bruit de ses talons résonnant dans le vaste espace vide. Cette nuit-là, Mason pas dormi. Il s'allongea sur le vieux canapé, fixant le plafond écaillé, se demandant ce qu'il avait fait de mal. Allait-elle le licencier pour avoir pleuré au travail? S'il perdait cet emploi, que lui resterait-il? À 7 heures le lendemain matin, Mason se tenait devant les portes vitrées du 47e étage. Il n'avait jamais vu cet endroit pendant la journée. La lumière du Texas inondait les immenses fenêtres, donnant au bureau l'apparence d'un palais. La secrétaire de Caroline le fit entrer. Le bureau était aussi grand que son appartement. Sol en marbre, bureau en chêne noir, baie vitrée donnant sur Austin, où les autres bâtiments ressemblaient à des jouets miniatures. Caroline était assise derrière son bureau. Elle ne l'invita pas à s'asseoir, elle se contenta de le regarder puis poussa vers lui une maillette en cuir marron ouverte. Mason prit la maillette avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait un épais dossier, et dès qu'il ouvrit la première page, son cœur faillit s'arrêter. C'était le dossier médical d'Ellie, le diagnostic, le plan de traitement, le coût de l'opération, tous les détails. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda Mason, la gorge serrée. Caroline ne répondit pas. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. « Je peux aider votre fille, Mason. Je peux payer toute l'opération, effacer toutes vos dettes, vous offrir à vous et à votre enfant une nouvelle maison, une nouvelle vie. » Mason resta figé, comme si son âme avait quitté son corps. Ce qu'il venait d'entendre était trop beau pour être vrai. Puis Caroline tourna ses yeux bleus, durs et froids, vers lui, mais en retour, elle prononça chaque mot avec une voix métallique. « Vous devez me donner quelque chose que l'argent ne peut acheter. » La pièce devint soudain si pesante que Mason pouvait à peine respirer. « Quoi? Qu'est-ce que c'est, madame? » Caroline s'approcha suffisamment pour qu'il sente son parfum coûteux, suffisamment pour qu'il voie les rides fatiguées autour de ses yeux, et d'une voix qui ne tremblait pas du tout, elle dit « Je veux que vous me donniez un enfant. Si vous êtes toujours à l'écoute à ce stade, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer la suite, où la vérité derrière l'offre de Caroline commence à se dévoiler. » Mais ce que Mason ignore, c'est que la véritable raison pour laquelle Caroline a besoin d'un enfant est bien plus amère et dangereuse qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Pouvez-vous deviner ce que c'est? Nous continuerons juste après cela. Mason resta là, immobile comme une statue. Il était certain d'avoir mal entendu. « Madame, je ne comprends pas. » Caroline retourna à son bureau et s'assit avec l'assurance de quelqu'un qui a l'habitude de tout contrôler autour de lui. « Vous m'avez très bien entendu, Mason. Je n'aime pas me répéter. Mais pourquoi? Vous pourriez avoir n'importe qui, vous pourriez. » Caroline l'interrompit d'une voix tranchante. « Engager une mère porteuse? Trouver un homme de la haute société? Vous croyez que je n'ai pas essayé? » Elle ouvrit un tiroir et en sortit un autre dossier, plus épais que celui d'Ellie. 15 ans, Mason. 15 ans que je cherchais un homme en qui j'avais confiance. Et tu sais ce que j'ai trouvé? Elle jeta le dossier sur le bureau. Des papiers s'en échappèrent. Des photos prises en secret, des contrats prénuptiaux, des rapports d'enquête privés. Le premier, un avocat de Dallas, avait secrètement signé un accord avec un cabinet rival juste avant de me demander en mariage. Le deuxième, un médecin supposé respectable, sortait en réalité avec 3 autres femmes en même temps. Au sort, Manim. Le troisième, Caroline s'interrompit pour la première fois. Mason vit quelque chose de différent dans ses yeux, non pas de la colère, mais de la douleur. Le troisième était Richard Mercer, fils d'une famille prestigieuse, beau, charmant, qui disait exactement ce que je voulais entendre. J'ai failli l'épouser. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville d'Austin, qui s'éveillait lentement sous le soleil matinal. La veille du mariage, j'ai trouvé un contrat prénuptial qu'il avait caché dans sa mallette. Il avait engagé son propre avocat pour le rédiger, avec des clauses qui, si je les signais, lui donneraient le contrôle de 30% de mes biens dès notre mariage. Mason resta silencieux. Il ne savait pas quoi dire. C'est là que j'ai compris. Caroline continua d'une voix plus basse. « Personne ne veut de moi. Ils ne veulent que ce que j'ai, mon nom, ma fortune, mon pouvoir. Personne ne voit Caroline, ils ne voient que le nom Aldrich. » Elle se tourna et regarda Mason droit dans les yeux. « Mais toi, tu es différent, Mason. » Mason ne put cacher son étonnement. « Je ne suis que le concierge. » « C'est tout à fait ça. » Caroline acquiesça. « Tu es la seule personne dans cet immeuble qui ne veut rien de moi.
Tu ne me flattes pas. Tu n'essaies pas de te rapprocher de moi. Tu évites même de me regarder quand je passe à côté de toi. Je pensais juste que c'était poli. C'est de l'honnêteté. Caroline s'approcha. 8 mois, Mason. Je t'observe depuis 8 mois. Tu travailles dur. Tu ne te plains jamais. Tu ne voles rien. Pas même un stylo. Et tous les soirs, à 23 heures pile, tu appelles ta fille en vidéo, même si tu es épuisé. Mason se sentit mise à nu. Elle savait tout de lui. Je sais aussi tout de Dana, dit Caroline d'un ton légèrement plus doux. Je sais quand elle est partie, avec qui et où elle se trouve maintenant. Je sais que tu n'as jamais dit un seul mot négatif à son sujet devant Ellie, quoi qu'elle ait fait. Ellie n'a pas besoin de se voir, murmura Mason. Elle a déjà assez perdu. Caroline le regarda longuement, puis elle acquiesça, comme s'il venait de réussir un test invisible. C'est pour ça que je t'ai choisi. Tu n'es pas parfaite, mais tu es honnête. Et dans mon monde, l'honnêteté est plus rare que les diamants. Elle tira la chaise en face d'elle et s'assit pour la première fois à la hauteur des yeux de Mason. J'ai 41 ans, Mason. Mon horloge biologique tourne. Le conseil d'administration, ces vieillards qui travaillaient avec mon père avant même ma naissance, attendent que j'échoue. Ils veulent que je sois à bout de souffle pour pouvoir démanteler l'entreprise que mon père a mis toute sa vie à construire. Tu as donc besoin d'un enfant pour prouver que l'héritage des Aldrich se perpétuera, acquiesça Caroline. Et j'ai besoin d'un père en qui je puisse avoir confiance. Quelqu'un qui ne soit pas cupide, quelqu'un sans ambition politique, quelqu'un qui disparaîtra une fois que tout sera fini, vivant sa propre vie avec assez d'argent pour ne jamais regarder en arrière. Mason se sentait comme s'il se tenait au bord d'une falaise. D'un côté, il y avait toutes les valeurs avec lesquelles il avait été élevé. L'honneur, l'intégrité, la dignité. De l'autre côté, il y avait sa fille, allongée dans un lit d'hôpital, comptant les jours. Et si je refuse? Caroline pencha légèrement la tête, le regard inébranlable. Alors tu peux partir, personne ne saura jamais cette conversation. Tu continuerais à travailler comme d'habitude, et moi... Elle marqua une pause. Je trouverai un autre moyen. Et Ellie, ce n'est pas mon problème. La voix de Caroline redevint glaciale. Je vous propose un accord commercial, Mason, pas une œuvre de charité. Mason baissa la tête. Il regarda ses bottes de travail usées, puis les talons hauts coûteux de Caroline. Deux mondes brutalement opposés. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Caroline se leva et retourna derrière son bureau. Vous avez 24 heures, dit-elle sans le regarder. Après cela, cette porte se fermera pour toujours. Mason sortit du bureau comme un somnambule. La secrétaire le regarda avec curiosité, mais ne posa aucune question. L'ascenseur le ramena au monde des gens ordinaires, mais Mason savait qu'à partir de ce moment, il n'était plus ordinaire. Il avait été invité à participer à un jeu dont il ne comprenait pas les règles et dont le prix à payer en cas de défaite pourrait être la vie de sa fille. Au 47e étage, Caroline se tenait près de la fenêtre, regardant la petite silhouette de Mason sortir du bâtiment. Elle ne lui avait pas tout dit. Elle n'avait pas mentionné les nuits blanches dans son penthouse vide, l'écho de sa propre voix dans des pièces beaucoup trop grandes, le sentiment d'être entourée de centaines d'employés sans avoir un seul ami. Et elle n'avait pas mentionné ce que le docteur Harrison Cole lui avait dit 2 semaines auparavant, à savoir que si elle voulait un enfant, c'était peut-être sa dernière chance, que le temps ne jouait plus en sa faveur, que parfois, ceux qui ont tout sont ceux qui ont le plus perdu. Caroline posa sa main sur la vitre froide et regarda la ville qu'elle possédait presque. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle se demanda s'il y avait quelque chose dans ce monde que l'argent ne pouvait vraiment acheter. Elle savait maintenant que la réponse était entre les mains d'un concierge. Mason ne se souvenait pas comment il avait conduit jusqu'à chez lui. Lorsqu'il poussa la porte du petit appartement, l'odeur des médicaments et du porridge liquide le frappa immédiatement. Sa mère Lorraine était assise à côté du lit d'Ellie, nourrissant patiemment sa petite fille cuillère après cuillère. « Ton père est rentré », dit-elle d'une voix chaleureuse mais alourdie par la fatigue. À 72 ans, ses mains avaient déjà commencé à trembler à cause d'un début de maladie de Parkinson. Mais elle faisait toujours de son mieux pour aider Mason à s'occuper d'Ellie lorsqu'il travaillait la nuit. « Papa », couina Ellie, ses yeux bleus brillants s'illuminant comme 2 petites étoiles.
Mais sa voix était faible et sa peau pâle donnait à Mason l'impression que quelqu'un lui écrasait le cœur. Il s'approcha et l'embrassa doucement sur le front. Tu as bien dormi? J'ai rêvé que tu m'avais acheté une grande maison, murmura Ellie, avec un jardin, une balançoire et un chien aussi. Mason déglutit péniblement. Je te l'achèterai un jour, je te le promets. Lorraine regarda son fils avec inquiétude. Elle savait que quelque chose n'allait pas. 32 ans de maternité lui avaient appris à déchiffrer chaque expression sur le visage de Mason. Ellie, ma chérie, dors encore un peu, dit-elle en caressant les cheveux de l'enfant. Grand-mère doit parler à ton père. Ellie acquiesça docilement, les yeux déjà lourds de sommeil. Mason remonta la couverture sur elle, puis suivit sa mère jusqu'au petit balcon. L'appartement était au 4e étage et donnait sur une ruelle jonchée de détritus et bruyante à cause du bar en bas de la rue, mais c'était tout de même le meilleur logement que Mason pouvait se permettre avec son salaire actuel. « Que passe, mon fils? » demanda Lauren, les mains tremblantes agrippées à la balustrade en fer. Mason resta silencieux pendant un long moment. Il ne savait pas par où commencer. « Maman, si j'avais une chance de sauver Ellie, mais que cette chance m'obligeait à faire quelque chose dont je ne suis pas sûr que ce soit bien ou mal, que penses-tu que je devrais faire? » Elle le regarda, ses yeux vieillissant toujours vifs. « De quoi parles-tu? Sois plus clair, je ne peux pas te donner de détails. » Mason secoua la tête. « C'est juste que ça concerne quelqu'un de très riche, quelqu'un qui pourrait payer toute l'opération d'Ellie, tout. Mais en échange, il ne pourrait pas finir. » Lorraine resta silencieuse un instant, puis demanda, « Est-ce illégal? Est-ce que ça fait du mal à quelqu'un? » Mason pensa à Caroline, à ses yeux glacés qui cachaient sa solitude, aux histoires qu'elle racontait, aux blessures qu'elle ne pouvait pas complètement dissimuler. « Je ne sais pas, maman, je ne veux vraiment pas. » Lauren expira lentement et tourna les yeux vers l'appartement où Ellie dormait, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant avec effort. « Tu sais de quoi ton père est mort, n'est-ce pas? » Mason acquiesça. Son père, Harold Calloway, était mort 5 ans auparavant d'un cancer du poumon. Mécanicien, il avait travaillé pendant 40 ans, n'avait jamais pris de vacances, ne s'était jamais plaint. « Ton père était l'homme le plus gentil que j'ai jamais connu, » dit Lauren d'une voix légèrement tremblante. « Il a travaillé toute sa vie, n'a jamais dû un centime à personne, n'a jamais rien fait de mal, et il est mort dans la chambre d'hôpital la moins chère, simplement parce que nous ne pouvions pas nous permettre de meilleurs soins. » Elle se tourna vers Mason, les yeux rougis. « J'aimais ton père, je suis fier de lui, mais parfois je me demande s'il avait été un peu plus flexible, un peu plus disposé à faire des compromis, s'il serait encore en vie aujourd'hui. » Une douleur aiguë traversa la poitrine de Mason. « Qu'est-ce que tu essaies de dire? » Elle lui prit la main et la serra doucement. « Je ne sais pas ce que cette personne attend de toi, mais je sais une chose, dit-elle en dirigeant son regard vers Ellie. Cet enfant est tout ce qui nous reste. S'il existe un moyen de la sauver sans vendre ton âme au diable, alors réfléchis bien avant de refuser. » Elle se leva et posa doucement sa main sur l'épaule de Mason. « Je ne peux pas décider à ta place. C'est ta vie. Mais quel que soit ton choix, je serai à tes côtés. » Puis elle retourna à l'intérieur, laissant Mason seul sous le ciel gris d'Austin. Cette nuit-là, Mason n'a pas dormi. Il s'est assis à côté du lit d'Ellie, écoutant chaque respiration laborieuse qu'elle prenait. Le moniteur cardiaque, prêté par l'hôpital, émettait un bip régulier, comme une horloge mortuaire qui décompte les secondes. Le médecin avait dit qu'Ellie ne tiendrait peut-être pas 6 mois sans opération. 6 mois, 180 jours. Mason avait tout essayé. Il avait demandé un prêt bancaire qui lui avait été refusé parce qu'il n'avait pas de garantie. Il avait appelé Dana, qui n'avait pas répondu pas. Il créa une page de collecte de fonds et récolta quelques milliers de dollars avant de disparaître parmi d'innombrables autres histoires désespérées. Il avait même envisagé de vendre un rein, mais c'était illégal et le marché noir était beaucoup trop dangereux. Mason baissa les yeux vers ses mains calleuses. Des mains qui avaient nettoyé des milliers de mètres carrés de sol, réparé des centaines de vieilles voitures, tenu Ellie depuis qu'elle n'était qu'un petit nouveau-né fragile et rouge. Ses mains pouvaient-elles réellement sauver sa fille? Puis il pensa à Caroline, une femme qui avait tout et pourtant n'avait rien. Une femme trahie si profondément qu'elle ne croyait plus en l'amour. Une femme qui était la personnalité la plus puissante d'Austin,
mais aussi la plus solitaire. Carolyn voulait un enfant, pas l'amour, pas le mariage, juste un enfant, et lui, il pouvait lui donner cela. Mason se leva et se dirigea vers la fenêtre. Les lumières de la ville se répandaient dans le ciel nocturne comme un million d'étoiles tombées. Son père avait mené une vie de principes inflexibles, d'intégrité, d'honnêteté, sans compromis, et il était mort dans la pauvreté. Mason ne voulait pas qu'Ellie pleure sur la tombe de son père, hein, comme lui-même avait pleuré sur celle du sien. Il sortit son téléphone et regarda la carte de visite que la secrétaire de Carolyn lui avait donnée, le numéro personnel de la femme la plus puissante du Texas. Ses mains tremblaient violemment. Son cœur battait comme un tambour de guerre. Il appuya sur « Appeler ». Le téléphone sonna 3 fois. « Avez-vous pris votre décision ?» La voix de Carolyn était froide et distante. Mason prit une profonde inspiration en regardant Ellie qui dormait, son visage angélique faiblement éclairé par la lumière jaune. « Oui, dit-il d'une voix rauque, j'accepte. » Le silence dura quelques secondes, puis Carolyn répondit sans le moindre changement dans le ton de sa voix. « Demain matin à 8h00, j'enverrai quelqu'un vous chercher. » L'appel prit fin, Mason resta là, le téléphone toujours à la main, fixant la nuit d'Austin. Il avait franchi une limite dont il ne pourrait jamais revenir, et il n'avait aucune idée qu'à partir de ce moment, sa vie serait changée à jamais. Non seulement à cause de l'accord avec Carolyn, mais aussi parce que parfois, lorsque deux personnes seules se croisent par accident, ce qui se passe ensuite est quelque chose que personne sur Terre ne peut prédire. À 8h pile, une Mercedes noire élégante s'arrêta devant l'appartement de Mason. Il était debout depuis 6 heures, s'était douché et avait enfilé les vêtements les plus propres qu'il possédait. Une chemise blanche qui commençait à se décolorer et un vieux pantalon de costume. Avant de partir, il se pencha pour embrasser Ellie sur le front alors qu'elle dormait, dit à sa mère qu'il devait sortir pour quelque chose, puis ferma la porte derrière lui. Le chauffeur sortit et ouvrit la portière sans dire un mot. À l'intérieur, il y avait une légère odeur de cuir coûteux et l'air frais de la climatisation. Lorsque Mason s'assit, il eut l'impression d'avoir atterri sur une autre planète. La voiture glissa dans les rues familières d'Austin, puis tourna vers Westlake Hills, où des manoirs se cachaient derrière de hautes clôtures et de lourds portails en fer. Mason n'avait jamais mis les pieds là-bas, il savait que c'était là que vivaient les personnes les plus riches du Texas. La Mercedes s'arrêta devant un énorme portail. Une caméra de sécurité se déplaça, scanna la plaque d'immatriculation, puis le portail s'ouvrit lentement. Une allée pavée s'étendait sur une bonne centaine de mètres, bordée de chaque côté de chênes imposants. Au bout de l'allée, le manoir de Carolyn Aldrich apparaissait comme un château. Mason n'en croyait pas ses yeux. La maison, ou plutôt le palais, était construite dans un style méditerranéen, avec des dômes blancs, des colonnes imposantes et d'immenses fenêtres donnant sur une piscine d'un bleu éclatant à l'arrière. La pelouse était parfaitement entretenue, tel un tapis de velours, et des statues de pierre étaient disséminées dans le jardin, immobiles comme des sentinelles silencieuses. Le chauffeur ouvrit la porte. « Monsieur Calloway, par ici, je vous prie. » Mason sortit, les jambes légèrement tremblantes. La porte d'entrée s'ouvrit et une femme d'âge moyen en uniforme de gardienne, « Monsieur Calloway, je suis Margaret. Madame Aldrich vous attend dans le salon. » Mason suivit Margaret à travers un vaste hall d'entrée. Le sol en marbre blanc poli reflétait la lumière d'un immense lustre en cristal suspendu au plafond. Des peintures à l'huile ornaient les murs, chacune valant probablement autant que tout son appartement. L'air était froid et si calme que cela semblait étrange. Pas de rire, pas de bavardage, aucun des bruits d'une maison normale, seulement l'écho des talons de Margaret dans l'espace vide. Carolyn était assise dans le salon près d'une cheminée en pierre. Elle portait une robe gris clair, ses cheveux blonds tombant librement sur ses épaules, ses yeux bleus suivant chacun de ses pas. « Asseyez-vous, dit-elle en lui indiquant la chaise en face d'elle. Mason s'assit. La chaise était si moelleuse qu'il avait l'impression que son corps s'enfonçait dans les nuages. « Avez-vous pris votre petit déjeuner? »« Ah, non, madame, » répondit Carolyn en adressant un bref signe de tête à Margaret. Quelques minutes plus tard, une petite table fut amenée, chargée de toast, de fruits frais et de plats dont Mason ne connaissait même pas le nom. « Mangez, dit Carolyn, vous aurez besoin de force. » Mason ne comprit pas ce qu'elle voulait dire, mais il avait tellement faim qu'il ne put refuser.
Il prit une tranche de pain grillé et essaya de manger aussi lentement et poliment que possible. Caroline l'observait, le regard semblait évaluer quelque chose de très précieux. Aujourd'hui, le docteur Harrison Cole viendra vous faire un bilan de santé, dit-elle. Refusé. Il prit une tranche de pain grillé et essaya de manger lentement, aussi poliment que possible. Caroline l'observait, le regardant comme si elle évaluait quelque chose de très précieux. Aujourd'hui, le docteur Harrison Cole viendra vous faire un bilan de santé, dit-elle. Des analyses de sang, un examen complet. Je dois m'assurer que vous êtes en parfaite santé avant de continuer. Mason acquiesça. Je comprends. Après cela, mon avocat vous fera signer un accord de confidentialité. Si vous enfreignez l'une de ces clauses, vous perdrez tout et vous devrez faire face à de très graves conséquences juridiques. Vous comprenez? Oui. Caroline pencha légèrement la tête, ses yeux aussi perçants que des couteaux. Vous n'avez aucune question, aucune inquiétude, aucun doute? Mason reposa le toast. Madame, j'ai passé toute la nuit à réfléchir. Je sais ce que je fais et je sais pourquoi je le fais. Il regarda Caroline droit dans les yeux. Ma fille m'attend. Je ne peux plus me permettre le luxe du doute ou de l'hésitation. Caroline resta silencieuse un instant, puis acquiesça brièvement. Une lueur de satisfaction traversa ses yeux bleus et froids. Bien, j'aime les gens qui savent ce qu'ils veulent. Le docteur Harrison Cole arriva dans l'après-midi. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux poivre et sel et au visage calme. Il était accompagné d'une équipe complète d'infirmières et d'une série d'appareils médicaux, comme s'il se préparait à une opération plutôt qu'à un simple bilan de santé. Ils ont prélevé du sang, pris sa tension artérielle et écouté son cœur et ses poumons. Ils lui ont posé des questions sur ses antécédents médicaux familiaux, son alimentation, ses habitudes quotidiennes et même sa vie sexuelle. Mason a répondu à toutes les questions, avec le sentiment que chaque couche invisible de son armure était en train d'être retirée. Après le départ de l'équipe médicale, le docteur Cole est resté pour parler avec Caroline dans son bureau. Mason s'est assis seul dans le salon, son regard errant sur chaque détail de la luxueuse demeure. C'est alors qu'il a remarqué qu'il n'y avait pas une seule photo de famille, pas de photo de mariage, pas de photo d'enfance, pas de clichés avec des amis, seulement des œuvres d'art et des objets décoratifs coûteux, beaux, parfaits, mais sans âme. Cette demeure ressemblait davantage à un musée qu'à une maison. Mason se leva et se dirigea vers la grande fenêtre donnant sur le jardin. La piscine scintillait de mille feux sous le soleil de l'après-midi. Un oiseau se posa sur le bord de la piscine, pencha la tête pour regarder autour de lui, puis battit des ailes et s'envola. « À quoi penses-tu? » demanda Mason. Caroline se tenait derrière lui, les bras croisés. « Je pensais... » Il hésita, puis répondit honnêtement. « Cette maison est très belle, mais elle est aussi très calme. » Caroline s'avança et se plaça à côté de lui. « Le silence, je peux l'acheter, » dit-elle d'une voix teintée d'une légère amertume. Le bruit, le chaos, les émotions incontrôlées, ce sont des choses dont je n'ai pas besoin. Mais tu as besoin d'un enfant. Caroline se tourna vers lui un instant. Quelque chose s'adoucit dans son regard, une pointe de fragilité qu'elle dissimula rapidement. Un enfant, c'est pour l'avenir, pour l'héritage, pour des choses plus importantes que les sentiments personnels. Mason ne dit rien. Il se demanda si elle croyait vraiment ce qu'elle venait de dire ou si elle essayait de se convaincre. « Les résultats de tes tests sont excellents, » continua Caroline en changeant de sujet. « Le docteur Cole a confirmé que tu es en parfaite santé, sans maladie génétique ni problème inquiétant. Alors, quand commençons-nous? » Caroline regarda par la fenêtre. « La semaine prochaine. J'ai besoin de temps pour préparer certaines choses. En attendant, tu resterais ici. » Mason fut surpris. « Mais ma fille, demain, Ellie sera transférée dans le meilleur hôpital d'Austin, » dit Caroline d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. « Je prendrai en charge tous les frais. Votre mère sera également logée confortablement près de l'hôpital afin qu'elle puisse s'occuper d'elle. » Mason ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais Caroline s'était déjà détournée. « Margaret va vous montrer votre chambre. Reposez-vous. Vous aurez besoin de force pour ce qui... » Elle quitta la pièce, laissant Mason seul dans cet immense espace. Il regarda autour de lui, Ian, se sentant comme un petit poisson jeté dans l'océan. Tout allait trop vite, c'était trop bouleversant, bien au-delà de sa compréhension. Mais quand il pensait à Ellie, à son traitement dans le meilleur hôpital,
Mason savait qu'il n'avait pas le droit de se plaindre. Il avait choisi d'entrer dans ce monde et il devait maintenant en accepter les règles. Cette nuit-là, Mason s'allongea sur le plus grand lit qu'il ait jamais vu, dans une chambre d'amis aussi grande que son ancien appartement. La climatisation ronronnait doucement, les draps étaient immaculés et blancs, aussi doux que des nuages. Tout était si parfait que cela semblait irréel, mais il ne pouvait pas dormir. Il resta allongé là, fixant le haut plafond, l'esprit envahi par des images d'Ellie, de sa mère et de tout ce qui l'attendait. Mason n'était pas tout à fait sûr de ce qu'il ressentait. De la peur, de la culpabilité, de la pitié ou une émotion étrange qu'il n'osait pas encore nommer. Il ne savait qu'une chose. À partir de cet instant, sa vie et celle de Caroline étaient désormais liées et que ce lien pourrait les changer tous les deux d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. Une semaine passa comme un étrange rêve. Mason vivait dans le manoir de Caroline, traité comme un invité d'honneur. Chaque repas était préparé par son chef privé, de nouveaux vêtements étaient apportés dans sa chambre. Il n'avait rien d'autre à faire qu'attendre, mais l'attente était plus pesante que tout travail physique qu'il avait jamais accompli. Pendant la journée, Caroline disparaissait dans des réunions, des voyages d'affaires et des appels téléphoniques qui duraient des heures. Elle dirigeait l'Empire Aldrich Holdings comme une machine qui ne s'arrêtait jamais. Pendant ce temps, Mason errait dans le manoir comme une ombre. Chaque jour, il appelait Ellie par vidéo. Elle avait été transférée à l'hôpital St. David, l'un des meilleurs d'Austin. Sa chambre avait une fenêtre donnant sur le jardin, une grande télévision et des infirmières qui venaient la voir toutes les heures. « C'est sympa ici, papa, » disait Ellie à travers l'écran, les yeux bleus brillants. « L'infirmière me donne de la glace tous les jours et grand-mère me raconte des histoires tous les soirs. » Mason sourit, essayant de cacher la boule qu'il avait dans la gorge. « Sois sage, ma chérie, papa viendra te voir bientôt. »« Où es-tu, papa? Pourquoi tu ne rentres pas? Tu ne rentres pas à la maison? » Mason se figea, ne sachant pas comment répondre. « Papa travaille loin, ma chérie. C'est un travail très important qui permet de gagner de l'argent pour t'aider à guérir. »« Quel travail, papa? »« Tu n'as pas à t'inquiéter. Je te promets que tout ira bien. » Ellie acquiesça, lui faisant entièrement confiance, et cette confiance déchira Mason. Il mentait à sa fille, et il se détestait pour cela. Le 7e soir, Caroline l'appela dans son bureau. La pièce se trouvait au 2e étage, avec des étagères s'élevant jusqu'au plafond et un immense bureau en chêne au centre. Caroline était assise derrière, un verre de vin rouge tournoyant devant elle. « Assieds-toi, » dit-elle en désignant la chaise en face d'elle. Mason tira la chaise et s'assit. Il réalisa que c'était la première fois qu'ils se parlaient en privé depuis qu'il avait emménagé. « Les résultats des derniers tests sont arrivés, » commença Caroline d'une voix aussi calme et froide que jamais. « Tout est en ordre. Nous pouvons commencer. » Mason acquiesça, la gorge soudainement sèche. « Commencer quand? » Le silence s'abattit sur la pièce et Mason sentit son cœur battre de plus en plus vite à chaque seconde qui passait. Caroline se leva et se dirigea vers la fenêtre. La lumière de la lune inondait la pièce, enveloppant sa silhouette d'un léger éclat argenté. « As-tu peur? » demanda-t-elle, toujours dos à lui. Mason ne répondit pas immédiatement. Il resta assis là à réfléchir, puis décida d'être honnête. « Oui. » Caroline se retourna. « Peur de quoi? »« De beaucoup de choses, » répondit lentement Mason. « Peur de savoir si c'est bien ou mal, peur de le regretter plus tard, peur... » Il hésita. « Peur de toi, peur de moi. » Caroline haussa un sourcil. « Pas peur que tu me fasses du mal, » précisa rapidement Mason, « mais peur de ne pas te comprendre, de ne pas savoir ce que tu veux vraiment. » Caroline resta silencieuse pendant un long moment, puis elle fit quelque chose que Mason n'aurait jamais imaginé. Elle rit. Pas le rire froid et calculé qu'il avait déjà vu, mais un petit rire amer, comme quelqu'un qui rit de lui-même. « Tu es le premier à me dire ça, » dit-elle d'une voix légèrement plus douce. « Tout le monde a peur de moi, mais personne n'ose le dire à voix haute. » Elle s'approcha et s'assit sur la chaise à côté de lui. C'était la première fois qu'ils s'asseyaient aussi près l'un de l'autre. « Tu veux savoir ce que je veux vraiment? » Caroline fit tourner lentement le verre dans sa main. « Je ne suis même plus sûr. » Mason la regarda avec surprise. « Je pensais que tu savais toujours ce que tu voulais. Tu diriges toute une entreprise. » « Diriger une entreprise, c'est facile. » Caroline l'interrompit. « Il y a des règles, des chiffres, des stratégies. Mais la vie, » elle secoua la tête. « La vie n'a pas de mode d'emploi.
Elle but une gorgée de vin, le regard perdu dans le lointain. Tu sais, quand j'ai commencé à diriger l'entreprise à 26 ans, mon père a eu un accident vasculaire cérébral et s'est retrouvé alité. Le conseil d'administration voulait tout vendre et moi, je poste de mode d'emploi. Elle but une gorgée de vin, le regard perdu dans le lointain. Sais-tu quand j'ai commencé à diriger l'entreprise? À 26 ans, mon père a eu un accident vasculaire cérébral et s'est retrouvé cloué au lit. Le conseil d'administration voulait tout vendre et moi, une jeune fille tout juste sortie de l'université, j'ai dû m'opposer à ces loups du monde financier. Et tu as gagné, dit Mason doucement. J'ai gagné, acquiesça Caroline. Mais il m'a fallu 15 ans pour gagner. 15 ans sans repos, sans amis, sans amour, seulement du travail et encore du travail. Elle posa son verre de vin et regarda Mason droit dans les yeux. Tu sais ce qui est le pire? Quand j'ai enfin eu le temps de vivre ma vie, j'ai réalisé que j'avais oublié comment faire. Mason resta silencieux. Il se contenta d'écouter. Cette maison a 12 chambres, continua Caroline. J'en utilise une. J'ai 5 voitures, j'en conduis une. Je peux acheter tout ce que je veux dans ce monde, mais je ne peux pas acheter une seule soirée pour dîner en famille. Sa voix se fit plus grave. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans, d'un cancer du sein, dit lentement Caroline. Allongée dans son lit d'hôpital, elle me tenait la main et m'a dit « Caroline, ne fais pas comme moi, ne laisse pas la vie passer avant de l'avoir vécue. » Je lui ai promis, mais au final, j'ai quand même rompu cette promesse. Ses yeux bleus brillaient sous la lumière. Elle pleurait, mais refusait de laisser couler ses larmes. « C'est pour ça que je veux un enfant, » murmura-t-elle. « Pas seulement pour laisser une trace, pas pour le conseil d'administration, mais parce que je veux quelqu'un à aimer, quelqu'un qui ne me quittait pour l'argent, quelqu'un qui m'appartienne. » Elle a regardé Mason et, pour la première fois, il a vu une réelle vulnérabilité dans ses yeux. « Tu penses que je suis folle? » Mason a lentement secoué la tête. « Non, je pense que tu es solitaire, suffisamment solitaire pour faire n'importe quoi, pour ne plus être seule. » Caroline soutint son regard pendant un long moment, puis acquiesça. « Tu es peut-être la première personne à m'avoir vraiment comprise. » Cette nuit-là, ils entrèrent dans la chambre de Caroline, une vaste pièce avec un lit king-size recouvert de draps de soie blanche, de lourds rideaux de velours couvrant les fenêtres et des bougies vacillantes emplissant l'air d'un doux parfum de lavande. Mais il n'y avait rien de romantique dans cette pièce, seulement 2 personnes seules se tenant face à face dans un lourd silence. Caroline ôta son manteau, révélant une chemise de nuit en soie noire. Elle était belle, d'une beauté froide et parfaite, comme une sculpture grecque. Mason resta immobile, les membres raides, ne sachant pas quoi faire. « Tu n'as pas besoin de m'aimer, » dit Caroline, sa voix redevenant froide, comme si elle reconstruisait un mur. « Tu dois seulement faire ce qui doit être fait. » Mason s'approcha, plongeant son regard dans ses yeux bleus, cherchant quelque chose sous la glace. « Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? » Caroline ne répondit pas. Elle se contenta d'acquiescer. Et cette nuit-là, dans la chambre de la femme la plus puissante du Texas, 2 personnes seules s'unirent. Non par amour, non par désir, mais par accord, par transaction, par échange. Du moins, c'est ce qu'ils essayaient tous deux de se dire, mais parfois, les choses qui commencent comme un accord se terminent d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Cette nuit-là, alors que Caroline était allongée dans le noir, dos à Mason, elle murmura quelque chose si doucement qu'il crut avoir rêvé. « Merci de ne pas me regarder comme un objet. » Répondit Mason, répondit pas. Mais il entendit chaque mot et pour la première fois, il sentit quelque chose changer en lui. Non pas de la culpabilité, ni de la peur, mais de la compassion pour une femme qui avait tout et qui n'avait pourtant jamais été vraiment aimée. Les semaines suivantes se déroulèrent à un rythme étrange. Pendant la journée, Mason allait à l'hôpital rendre visite à Ellie. Il s'asseyait près de son lit, lui lisait des histoires, regardait des dessins animés avec elle et essayait d'agir comme si tout était encore normal. La nuit, il retournait chez Caroline. Ils se retrouvaient dans la chambre, faisaient ce qu'ils avaient à faire, puis chacun retournait dans son monde. Du moins, c'est ainsi que les choses se passaient au début. Mais petit à petit, quelque chose commença à changer. Un soir, après avoir quitté la chambre, Mason descendit à la cuisine pour boire un verre d'eau. Il ne s'attendait pas à y trouver Caroline, assise seule à la table à manger, un bol de nouilles instantané devant elle.
Des nouilles instantanées? Le milliardaire propriétaire d'un empire mangeait des nouilles instantanées à minuit? Madame Mason ne put cacher sa surprise. Caroline leva les yeux et pendant un bref instant, une lueur d'embarras passa sur son visage. Une expression que Mason n'avait jamais vue chez elle auparavant. Le chef est rentré chez lui et je ne sais pas cuisiner autre chose, dit-elle d'une voix qui semblait presque se défendre. Mason ouvrit le réfrigérateur. Il était rempli d'ingrédients de qualité, bœuf wagyu, fruits de mer frais et légumes biologiques. Voulez-vous que je vous prépare quelque chose? Caroline le regarda comme s'il venait de dire quelque chose de tout à fait étrange. Vous savez cuisiner? Mason sourit, sincèrement, pour la première fois depuis qu'il était entré dans le manoir. Je suis père célibataire, madame. Si je ne cuisinais, ma fille mourrait de faim. Il prit quelques œufs, du fromage, alluma la cuisinière et commença à faire des œufs au plat. L'odeur du beurre fondant dans la poêle chaude se répandit dans l'immense cuisine. Caroline resta assise là, silencieuse, le regardant travailler, les yeux remplis de curiosité. Où avez-vous appris à cuisiner? De ma mère, répondit Mason, les mains agiles sur la poêle. Quand j'étais enfant, je restais debout à la regarder cuisiner. Elle disait qu'un vrai homme est quelqu'un qui sait prendre soin de lui-même et des personnes qu'il aime. Il posa l'assiette d'œufs devant Caroline. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais je suis sûr que c'est mieux que des nouilles instantanées. Caroline regarda les œufs, puis le regarda un instant, les yeux adoucis. Merci. C'était la première fois qu'elle le remerciait sans le couvert de l'obscurité. À partir de cette nuit-là, les choses commencèrent à changer. Caroline ne partait plus immédiatement après avoir été avec lui. Parfois, elle restait assise sur le lit ou sur le canapé et se mettait à parler. Elle parlait de son travail, de réunions tendues comme un fil, de rivaux attendant une occasion de la faire tomber, des décisions qu'elle devait prendre chaque jour, des décisions qui pouvaient affecter des milliers de personnes. Mason l'écoutait. Il ne comprenait pas grand-chose à la finance, aux actions ou aux transactions de plusieurs millions de dollars, mais il comprenait ce que c'était que d'être écrasé par la pression. Il comprenait la solitude. Il comprenait ce que cela signifiait de porter le poids du monde sur ses épaules sans personne sur qui s'appuyer. « Tu ne t'ennuies pas à m'écouter? » demanda Caroline un soir. Mason secoua la tête. Personne ne s'ennuie quand quelqu'un lui fait suffisamment confiance pour se confier. Caroline le regarda, le visage impassible. « Vous êtes un homme très étrange, Mason Calloway. Je ne suis qu'un concierge, madame. » « Non, Caroline secoua légèrement la tête. Vous êtes plus que cela, vous ne vous en êtes simplement pas encore rendu compte. » Un après-midi, alors que Mason était à l'hôpital pour rendre visite à Ellie, elle demanda soudainement. « Papa, qui paie mon traitement? » Mason se figea. « Pourquoi tu poses cette question? » Grand-mère a dit qu'une personne gentille avait aidé notre famille. Ellie fixa ses yeux bleus clairs sur lui et dit « Je veux les remercier. » Mason déglutit péniblement. Il ne savait pas comment répondre. « C'est une personne très spéciale, ma chérie, » dit-il lentement. « Un jour, je te raconterai tout. » « Cette personne est gentille, papa? » Mason pensa à Caroline, à ses yeux froids, à son sourire rare, à son merci tremblant dans l'obscurité. « Cette personne est compliquée, ma chérie, » dit-il, « mais au fond, je pense que c'est quelqu'un de bien. C'est juste que la vie lui a fait oublier comment le montrer. » Ellie acquiesça, l'air pensif comme une petite fille bien plus âgée que son âge, comme maman Dana. « Papa. » Le cœur de Mason se serra. Sa fille le disait toujours, maman Dana. Et non, maman, depuis le jour où Dana était partie. Ellie n'avait plus jamais appelé personne maman. « Non, ma chérie, » dit Mason doucement. « Cette personne est différente. Différente comment? » Mason resta silencieux un instant. Maman Dana est partie parce qu'elle avait peur, mais cette personne est restée même si elle avait passé toute sa vie dans la peur. Une semaine plus tard, le docteur Harrison Cole revint au manoir. Mason était assis dans le salon lorsqu'il arriva, tenant une maillette en cuir noir, le visage grave. Caroline invita le docteur dans son bureau. La porte se referma. Mason ne pouvait pas entendre ce qu'il disait, mais il vit Margaret, la gouvernante, passer devant lui avec un bref regard tendu sur le visage. Une demi-heure plus tard, le docteur Cole partit. Caroline n'était toujours pas apparue. Mason a attendu 1 heure, puis 2, sans qu'elle ne donne signe de vie. Finalement, il a décidé d'aller la chercher. Il a frappé à la porte du bureau, mais personne n'a répondu. Mason a poussé la porte et est entré.
Caroline était assise près de la fenêtre, lui tournant le dos, les épaules tremblantes. Elle pleurait. Mason n'avait jamais vu Caroline pleurer, pas même la nuit où elle lui avait parlé de sa mère. Elle avait laissé ses larmes couler. Il s'est approché, envahi par un sentiment de gêne. Madame Aldrich, Caroline se retourna pas. Sa voix était rauque et étranglée. Le docteur Cole a dit que je suis enceinte. Mason eut l'impression qu'on lui avait enfoncé un marteau dans la poitrine. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce que pas, madame? Caroline se retourna, le visage baigné de larmes, mais ce qu'il vit dans ses yeux n'était pas de la joie, c'était de la peur. Vous ne comprenez pas, dit-elle d'une voix tremblante. J'ai déjà été enceinte 2 fois, les 2 fois. Elle s'interrompit. Mason resta figé. Les 2 fois avant, Caroline acquiesça, les larmes recommençant à couler. La première fois, j'avais 28 ans, avec Richard, l'homme que j'ai failli épouser. J'ai fait une fausse couche à 10 semaines. Après ça, j'ai découvert la vérité à son sujet et j'ai annulé le mariage. Elle prit d'une inspiration pour se calmer. La deuxième fois, j'avais 35 ans. J'ai décidé de le faire seul, par insémination artificielle, mais c'était une grossesse extra-utérine. J'ai failli mourir. Le médecin m'a dit qu'après cela, mes chances de tomber enceinte étaient quasi nulles. Caroline a regardé Mason, les yeux rougis. Tu es ma dernière chance, Mason, et maintenant, le docteur Cole dit que l'embryon s'est implanté au bon endroit et qu'il se développe normalement. Sa voix s'est brisée, mais avec mes antécédents, le risque de complications est très élevé, dit-il. Je dois me reposer complètement, sans stress ni surmenage. Elle a laissé échapper un rire amer et brisé. Sans surmenage, il sait qui je suis. Je ne peux pas m'arrêter. Si je m'arrête, ils vont démanteler l'entreprise. Mason ne s'est pas arrêté pour réfléchir, il s'est approché et s'est agenouillé devant elle. Tu ne seras pas seul, a-t-il dit d'une voix plus ferme que jamais. Je sais que je ne suis qu'un concierge, je ne comprends rien aux affaires, à la finance ou à ton monde, mais je sais prendre soin des gens. Je sais rester aux côtés de quelqu'un quand il en a besoin. Caroline l'a regardé fixement, les yeux écarquillés, comme si elle pas croire ce qu'elle entendait. Tu n'es pas obligé de faire ça, cela ne fait pas partie du marché. Je sais, acquiesça Mason, mais certaines choses sont plus importantes qu'un marché. Il se leva et regarda par la fenêtre. Le bébé que tu portes, c'est aussi mon enfant. Je ne peux pas faire comme s'il n'existait pas. Je ne peux pas m'en aller comme l'a fait Donna. Caroline resta silencieuse pendant un long moment, puis elle fit quelque chose à laquelle Mason. Elle tendit la main et prit la sienne. Merci, murmura-t-elle. Merci de ne pas me considérer comme un contrat. Mason ne dit rien. Il se contenta de serrer sa main plus fort et, à cet instant, la frontière entre un accord froid et quelque chose de plus profond et de plus chaleureux commença à s'estomper. À partir de ce jour, tout commença à changer d'une manière que ni Mason ni Caroline n'auraient pu prévoir. Mason n'était plus seulement celui qui respectait l'accord, il était devenu celui qui restait aux côtés de Caroline tous les jours, celui qui lui rappelait de prendre ses vitamines à l'heure. Celui qui s'assurait qu'elle mangeait correctement, celui qui se tenait devant son bureau chaque fois qu'elle essayait de travailler jusqu'à minuit. Au début, Caroline résista farouchement. « Je n'ai besoin de personne pour prendre soin de moi, » dit-elle d'une voix froide comme l'acier. « J'ai pris soin de moi pendant 20 ans et vous, j'ai eu 2 fausses couches, » répondit Mason d'un ton inflexible. « Tu veux qu'il y en ait une troisième? » Caroline lui lança un regard noir, mais elle se tut, incapable de répliquer. Peu à peu, elle s'habitua à sa présence, s'habitua à ce que quelqu'un lui demande si elle avait mangé, s'habitua à ce que quelqu'un l'attende devant la porte de son bureau pour lui dire que l'heure de dormir à quelqu'un qui se souciait sincèrement d'elle en tant qu'être humain et non en tant que PDG milliardaire détenant tout un empire entre ses mains. Les murs qu'elle avait mis des années à construire autour d'elle commencèrent à se fissurer. Un après-midi, Mason préparait du thé dans la cuisine lorsqu'il entendit Caroline parler au téléphone dans son bureau. Sa voix était tendue, aiguë. « J'ai déjà dit non, Monsieur Henderson. Cette décision est définitive. » Après quelques secondes de silence, Caroline poursuivit d'un ton glacial. « Vous me menacez? Vous pensez que j'ai peur de vous? Pensez-vous que le conseil d'administration puisse me faire quoi que ce soit? Je détiens 52% de cette société. Vous et vos vieux copains pouvez tenir des réunions jusqu'à ce que vos os se transforment en poussière. Cela ne changera rien.
Puis vint le bruit d'un téléphone claqué sur le bureau, suivi d'une respiration haletante. Mason frappa doucement et entra, une tasse de thé chaud à la main. Carolyn était assise derrière son bureau, les mains sur la tête. Lorsqu'elle leva les yeux, son visage était pâle. Ça va? Je vais bien, répondit-elle, mais sa voix tremblait. C'est juste que les vautours commencent à sentir le sang. Mason posa la tasse devant elle. Que s'est-il passé? Caroline hésita un instant. Avant, elle n'aurait jamais partagé les affaires de l'entreprise avec une personne extérieure. Mais maintenant, Anderson, le vice-président du conseil d'administration, dit-elle d'un ton las, était un ami proche de mon père. Depuis la mort de mon père, il pense que c'est lui qui devrait diriger l'entreprise, pas moi. Que veut-il? Il a remarqué que j'avais réduit ma charge de travail, que j'avais manqué quelques réunions importantes, que j'étais en train de changer. Caroline leva les yeux vers Mason. Il soupçonne que quelque chose ne va pas et il essaie de creuser jusqu'à ce qu'il trouve. Un frisson glacial parcourut l'échine de Mason. Est-ce qu'il est déjà au courant pour nous? Non, Caroline secoua la tête, mais il a des gens qui me surveillent. Se leva et se dirigea vers la fenêtre. S'il découvre notre accord, il s'en servira comme d'une arme. Il le divulguera à la presse, aux actionnaires, au monde entier. Sa voix était amère. Une PDG milliardaire paie un concierge pour lui donner un enfant. Vous imaginez les gros titres? Mason resta silencieux. Il n'avait jamais pensé aussi loin. Il s'était concentré uniquement sur Ellie, sur l'opération, sur le sauvetage de sa fille, et avait oublié que Caroline avait tout à perdre. « J'ai olé, » murmura-t-il. « Je n'ai jamais voulu vous causer de problème. » Caroline se retourna et le regarda droit dans les yeux. « Vous ne m'avez pas causé de problème. Les problèmes étaient déjà là bien avant votre arrivée, soupira-t-elle. Je suis juste fatigué de me battre seul. » Mason s'approcha. « Vous n'êtes plus seul. » Caroline le regarda. Quelque chose brillait dans ses yeux, quelque chose qu'elle osait nommer. « Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Tu as déjà ce dont tu avais besoin. Ta fille reçoit un traitement. Tout ce que tu as à faire, c'est de respecter le contrat à la lettre. Rien de plus. » Mason resta silencieux un instant avant de répondre. « Parce que tu me rappelles quelqu'un que mon père. » Mason dit qu'il était le genre d'homme qui portait tout seul, ne se plaignait jamais, ne demandait jamais d'aide et, à la fin, il est mort sans personne pour lui tenir la main. Il regarda Caroline droit dans les yeux. « Je ne veux que quelqu'un d'autre finisse comme ça. Pas même toi. » Caroline resta là, silencieuse, puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait avec quelqu'un depuis de nombreuses années. Elle s'avança et posa sa tête sur l'épaule de Mason. Elle ne dit rien. Elle se contenta de s'appuyer contre lui, cherchant un peu de chaleur dans les bras de l'homme qu'elle avait engagé pour lui donner un enfant. Mason ne parlait pas non plus. Il restait simplement là, la laissant s'appuyer contre lui. Et à ce moment-là, ils comprirent tous les deux que ce qui se passait entre eux avait largement dépassé les limites d'un simple accord. Dans les jours qui suivirent, Mason commença à voir plus clairement qui était vraiment Caroline. Elle n'était pas seulement la milliardaire froide qui prenait des décisions sur scène d'un simple trait de plume, elle était aussi la femme qui se réveillait en sursaut à 3 heures du matin à cause de cauchemars concernant sa mère. Elle était la femme qui s'asseyait seule la nuit pour lire des livres pour enfants, les mêmes que sa mère lui lisait autrefois. C'était la femme qui gardait un vieil ours en peluche usé dans le tiroir de sa table de chevet, le dernier cadeau que sa mère lui avait offert avant de mourir. Une nuit, Mason se réveilla brusquement au son de sanglots étouffés. Il suivit le bruit dans le couloir jusqu'à une pièce tout au bout, une pièce qu'il n'avait jamais vue ouverte depuis le jour où il avait emménagé. La porte était légèrement entr'ouverte. Mason la poussa doucement. Caroline était assise par terre, serrant dans ses bras une vieille boîte en bois, les larmes coulant sur son visage. Mason frappa légèrement sur le cadre de la porte. Caroline leva rapidement les yeux et essuya ses larmes. « Que fais-tu ici? J'ai entendu. » Mason hésita. « Tu vas bien? » Caroline baissa les yeux vers la boîte sur ses genoux. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos, quelques lettres manuscrites et un bracelet en argent terni. « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de ma mère, dit-elle d'une voix rauque. Cela fait 29 ans. » Mason entra dans la pièce et s'assit à côté d'elle. Cette pièce ne ressemblait à aucune autre dans le manoir. Pas de meubles luxueux, pas d'œuvres d'art coûteuses, juste un petit lit simple.
Une petite table et des murs recouverts de photos. Des photos d'une femme blonde au sourire doux, tenant une petite fille dans ses bras. C'était la chambre de ma mère, murmura Caroline. J'ai tout laissé tel quel depuis le jour de sa mort. Personne n'entre ici, pas même les femmes de ménage. Elle tendit une photo à Mason. C'était la dernière photo qu'elles avaient prise ensemble, une semaine avant son décès. Mason la regarda. Caroline avait environ 11 ou 12 ans et souriait joyeusement à côté de sa mère. Les yeux de la petite fille sur la photo étaient brillants et innocents, rien à voir avec la froideur de la femme à côté de lui aujourd'hui. Elle était belle, dit Mason. C'était la personne la plus merveilleuse que j'ai jamais connue, murmura Caroline. Elle ne se souciait ni de l'argent ni du pouvoir. Elle voulait juste une famille heureuse. Elle voulait me voir grandir. Elle voulait des petits-enfants à câliner. Sa voix se brisa, mais rien de tout cela ne s'était jamais réalisé. Mason ne savait pas quoi dire, il resta simplement assis là, en silence, laissant le silence entre eux devenir autre chose que de la solitude. Tu sais, dit Caroline après un long moment, le bébé que je porte, si c'est une fille, je veux lui donner le prénom de ma mère. Comment s'appelait-elle? Eleanor. Caroline sourit faiblement à travers ses larmes. Eleanor Rose Aldrich. Le cœur de Mason se mit à battre fort. Eleanor Ellie, exactement le même prénom que sa fille. Il ne le dit pas à voix haute, mais cette coïncidence lui sembla être un fil invisible qui les reliait soudainement. C'est un très joli prénom, dit-il doucement. Caroline acquiesça, puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas osé faire avec quelqu'un d'autre depuis de nombreuses années. Elle commença à raconter à Mason son enfance, les après-midi passés à lire dans le jardin avec sa mère, les dîners familiaux simples avant que son père ne soit accaparé par son travail. Ses rêves d'enfant, non pas de devenir PDG ou milliardaire, mais d'avoir une vie normale avec une famille normale. Mason écouta jusqu'à ce que les premiers rayons du matin filtrent à travers la fenêtre. Cette nuit-là, pour la première fois depuis de nombreuses années, Caroline s'endormit, la tête posée sur l'épaule de Mason, et pour la première fois depuis très longtemps, elle ne fit pas de cauchemar. 2 mois passèrent. La grossesse de Caroline progressait si régulièrement qu'elle-même n'osait y croire. Chaque semaine, le docteur Cole venait à la maison pour un contrôle. Il hochait toujours la tête avec satisfaction et s'autorisait parfois même un léger sourire, ce qui était rare pour quelqu'un qui travaillait dans le domaine médical depuis tant d'années. Tout va bien, très bien, disait-il souvent. Le ventre de Caroline avait commencé à s'arrondir légèrement, juste assez pour être visible sous le tissu doux des robes amples qu'elle portait ces derniers temps. Une petite courbe fragile, mais c'était le miracle qu'elle avait attendu toute sa vie. Et Ellie, la petite battante de Mason, avait finalement survécu à la plus grande opération chirurgicale de sa vie. La nouvelle de l'hôpital est arrivée un mardi matin. Les jambes de Mason s'étaient effondrées en entendant les mots « L'opération a réussi ». Ses genoux ont heurté le sol dans le couloir bondé, les 2 mains couvrant son visage. Il ne se souvenait pas combien de temps il avait pleuré, il se souvenait seulement du chirurgien en chef posant une main sur son épaule, sa voix profonde et douce. Elle est très forte. Nous avons fait tout ce que nous pouvions et elle a réagi. L'opération avait duré 8 heures qui avaient semblé une éternité à Mason. Mais maintenant, enfin, il y avait une réponse. Ellie avait besoin de quelques semaines supplémentaires pour se remettre avant de pouvoir sortir de l'hôpital, mais chaque jour qui passait, Mason voyait ses joues reprendre des couleurs, sa voix devenir plus joyeuse, son rire remplir la chambre d'hôpital. Chaque fois que Mason venait lui rendre visite, Ellie lui demandait, les yeux bleus brillants d'espoir. « Quand est-ce que je pourrais rentrer à la maison, papa? » Princesse, Mason la serra fort dans ses bras. « Très bientôt, dit-il en embrassant son front. Une vague de soulagement envahit sa poitrine. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Mason avait l'impression que la vie lui ouvrait une porte chaleureuse et pleine d'espoir. Il ne se doutait pas que tandis qu'il savourait cette petite joie, une autre tempête se préparait tranquillement, une tempête qui ne viendrait pas de l'hôpital, mais de l'endroit où il s'y attendait le moins, le monde de Caroline Aldridge. Ma chère amie, si tu es restée avec moi jusqu'à cet instant précis, tu le ressens peut-être aussi. L'histoire entre Mason, Ellie et Caroline, qui a commencé comme un accord froid et précis, n'est plus seulement une transaction. Elle est devenue quelque chose de plus difficile à nommer, plus difficile à mesurer et peut-être plus difficile à fuir.
Caroline sera-t-elle assez forte pour protéger l'enfant qui grandit en elle, tout en préservant l'empire qu'elle a sacrifié toute sa jeunesse pour construire? Mason, l'homme qui semblait être entré dans ce monde uniquement pour le bien de sa fille, aura-t-il vraiment le courage de se tenir entre les deux moitiés de sa vie? D'un côté Ellie, la seule chose qu'il possède, et de l'autre Caroline, une femme qui semble intouchable, mais qui est pourtant plus fragile que quiconque? Et ces jours paisibles, combien de temps peuvent-ils vraiment durer avant que la prochaine tempête ne frappe? Si vous voulez entendre la suite de cette histoire, pour voir quels choix ouvriront une nouvelle voie pour tous les trois, et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un commentaire. Je veux la deuxième partie. Qui sait, peut-être que votre commentaire sera la raison pour laquelle la deuxième partie sortira plus tôt que vous ne le pensez.